On est toujours ensemble sur France 24. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité de ce mercredi 26 février, un économiste pro-européen choisi pour diriger le gouvernement de transition en Ukraine. Arseniy Yatsenyuk, l'un des leaders de l'opposition, vient d'être choisi par ses pairs et le mouvement de Maïdan. Il devra maintenir l'unité du pays, menacé aujourd'hui même dans des affrontements en Crimée. La Russie, elle, hausse le ton. Vladimir Poutine ordonne des manœuvres près de la frontière. Son ancien allié ukrainien Viktor Yanukovych en fuite pourrait faire l'objet d'un mandat d'arrêt international à la demande de Kiev. Et puis l'opposition au Venezuela rejette l'offre de dialogue du pouvoir. Son leader Enrique Capriles boycotte les pourparlers engagés à l'initiative du président Nicolás Maduro, tandis que les manifestations qui se déroulent depuis 3 semaines maintenant semblent marquer le pas dans le pays. Il est 20h30 à Paris, bienvenue dans Paris Direct. On en sait plus sur le profil du futur gouvernement en Ukraine. C'est l'économiste pro-européen Arseniy Yatsenyuk qui devrait diriger la future équipe gouvernementale. Son nom a en tout cas été choisi par le Conseil du Maïdan qui regroupe les différentes tendances de la contestation. Arseniy Yatsenyuk était l'un des 3 principaux leaders de l'opposition à Viktor Yanukovych. Sa désignation doit encore être confirmée demain au Parlement. Au plan judiciaire, le nouveau pouvoir en Ukraine demande qu'un mandat d'arrêt international soit délivré à l'encontre de Viktor Yanukovych. Une mesure somme toute inutile puisque le procureur général à Kiev croit savoir, d'après ses informations, que le président en fuite se trouve toujours à l'heure qu'il est en territoire ukrainien. Il aurait été vu pour la dernière fois dimanche en Crimée, selon ce qu'affirmait le ministère de l'Intérieur. La Crimée, où des violences ont éclaté entre des manifestants russophones et des partisans à des nouvelles autorités ukrainiennes, à Simferopol, la capitale de cette république autonome. Un homme a même été retrouvé mort à proximité du Parlement. Selon les premières constatations, il aurait été victime d'une crise cardiaque. Ashren Verdian. Empoignades et flots d'insultes devant le Parlement de Crimée. Face à face, 2 manifestations concurrentes. D'un côté, les pro-russes, de l'autre, les anti. Parmi ces derniers, de nombreux Tatars, une minorité turcophone anti-Moscou, très inquiète des rumeurs de partition de l'Ukraine. Nous, les Tatars de Crimée, sommes chez nous ici. Nous ne laisserons personne décider du futur statut de la Crimée sans notre consentement. Face à eux, les Cosaques, porte-parole des russophones qui font pression sur le Parlement régional. Ils refusent de reconnaître les nouvelles autorités de Kiev et exigent un référendum sur le futur statut de la Crimée. Beaucoup souhaitent un rattachement pur et simple à la Russie. J'espère que les Russes ne vont pas nous laisser tomber. Je suis d'ici, je vois ce qui se passe à l'ouest de l'Ukraine. Et je ne veux pas que mes enfants, mes fils vivent assujettis. Les heurts et l'extrême tension ont poussé le Parlement à suspendre ses travaux. Selon son président, la sécession de la Crimée n'était pas en tout cas à l'ordre du jour. La sécession de la Crimée qui n'est pas à l'ordre du jour et pourtant, Virginie Hertz, le risque séparatiste n'a jamais semblé aussi fort. Oui, absolument. La quasi-vacance du pouvoir à Kiev, en fait, attise ces tensions séparatistes qui existent. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'elles existaient déjà avant les manifestations. Il faut savoir qu'il y a quelques semaines, le Parlement régional de Crimée avait suggéré d'amender la constitution locale en inscrivant que la Russie était garante de l'autonomie de la Crimée par rapport au reste du pays. Donc, de toute façon, ces tensions séparatistes traduisent finalement une réalité démographique, puisque plus de 60% de la population est russophone, ce qui ne veut pas dire que tous les russophones veulent un rattachement à la Russie, mais ça traduit aussi une réalité historique. Il faut rappeler quand même que la Crimée a été rattachée à l'Ukraine seulement en 1954. C'était un cadeau de Khrouchtchev à l'Ukraine. Alors aujourd'hui, certains réclament un référendum d'autodétermination, mais encore faut-il, pour que ce référendum aboutisse et pour que la séparation aboutisse, que le parrain russe soit d'accord. Et il n'est pas sûr que Moscou soit prêt à prendre ce risque et à éventuellement entrer dans une guerre, parce que forcément ça provoquerait une guerre. Les risques sont trop importants, notamment si on compare cette crise par rapport à ce qui s'est passé en Géorgie en 2008 ou encore en Moldavie en 2008 et en Géorgie en 2012. On pensait à la Russie résignée face au changement de pouvoir en Ukraine.
Il n'en est rien, semble-t-il. Vladimir Poutine est sorti du silence aujourd'hui. Le Kremlin a placé son armée en état d'alerte sur son front occidental. La sécurité est renforcée autour de la flotte russe basée dans le port ukrainien de Sébastopol sur la mer Noire. Des manœuvres militaires doivent permettre de vérifier que les troupes sont prêtes au combat. Comment interpréter, Virginie, ces manœuvres ? Alors, il semblerait que ce soit véritablement un avertissement de la part de Moscou, une façon de dire à la fois à la communauté internationale, mais également aux autorités ukrainiennes, qu'il va falloir compter avec Moscou pour gérer cette crise et sortir de l'Ukraine de la crise. Le message est en fait double. Le premier message est de dire il y a certains intérêts stratégiques auxquels vous ne pouvez pas toucher, et notamment en Crimée. On parle toujours de cette fameuse base navale à Sébastopol qui a été négociée jusqu'à 2042. Il est hors de question que les autorités ukrainiennes remettent en cause ce bail. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est de dire que l'avenir qui va être discuté, la sortie de crise, doit prendre en compte les intérêts de Moscou. Vous savez peut-être que depuis le début, Moscou considère que ce qui s'est passé est quasiment un coup d'État, a accepté finalement une sorte d'accord de sortie de crise qui avait été décidé avant le départ de Yanukovych, qui prévoyait des élections anticipées à la fin de l'année. Par contre, Moscou est contre des élections anticipées en mai, c'est-à-dire d'ici 3 mois. C'est sur ces points que Moscou va négocier. Et finalement, à travers le levier financier et à travers le levier militaire, c'est une façon de dire il va falloir compter sur nous. Et d'ailleurs, Lavrov et Ashton doivent se rencontrer le 6 mars. Il va évidemment être question de tous ces points. Merci Virginie. Voilà ce qu'on pouvait dire donc de la situation à la fois en Ukraine et en Russie.